Bien, alors petit résumé de où on s'en était arrêté hier. On avait donc vu comment on peut se servir du premier principe pour commencer à caractériser les transformations, et on avait réécrit le premier principe en introduisant une nouvelle fonction d'état qui était l'enthalpie. Alors ce qu'il faut comprendre avec la fonction d'état enthalpie, c'est que je peux la définir n'importe quand je veux. Mais elle va servir spécifiquement pour la classe de transformation soit monobar, soit isobar. C'est dans ce cas-là qu'elle va être pratique. Dans ce cas-là, l'énergie interne, je peux aussi m'en servir, j'ai le droit, mais ça me fait faire un tout petit peu plus de calcul. Donc l'avantage de l'enthalpie, c'est que ça vous élimine la problématique du calcul du travail des forces de pression pour cette classe de transformation spécifique. Et cette classe de transformation, elle est assez importante parce que c'est la classe de transformation qui va correspondre à toutes les situations où vous êtes en contact avec l'atmosphère. Un cas très fréquent de transformation en contact avec l'atmosphère, c'est par exemple tout ce que vous faites en chimie. Donc quand vous allez faire la thermochimie, vous n'utiliserez jamais l'énergie interne, vous utiliserez toujours l'enthalpie. Ça sera votre fonction de base parce que vos transformations chimiques seront en contact avec l'atmosphère. Après, il y a d'autres fonctions d'état autres que l'énergie interne et l'enthalpie. Par exemple, les biologistes, ils utilisent un truc qui s'appelle l'enthalpie libre, qui est utilisé parce que ce qui se passe dans le corps humain, c'est à température aussi fixée. C'est une température régulée par la température de votre corps. Et du coup, les évolutions, elles sont aussi isothermes. Et donc, on construit en plus d'autres fonctions d'état comme ça. Alors, l'enthalpie standard, ça, c'est une partie de la thermochimie. C'est une façon de... Quand vous allez faire de la thermochimie, en fait, vous allez reprendre la thermo normale, entre guillemets, et vous allez juste modifier la composition de votre mélange, sans changer la masse totale, mais juste modifier la composition. Et l'enthalpie standard, c'est une façon de caractériser l'état de départ de votre système. D'accord ? Donc ça, c'est une notation qui est spécifique à la chimie. Mais vous verrez ça en thermochimie. Vous n'avez pas encore fait, je pense, la thermochimie, c'est un peu plus tard. Voilà, alors nous, pour le cours de physique, l'enthalpie, on en a besoin pour deux situations. La première situation, c'est la calorimétrie, et la deuxième situation, c'est les changements d'état. Donc on va commencer par la calorimétrie. Donc la calorimétrie, son objectif, c'est de mesurer les capacités thermiques. Donc c'est de mesurer ça, Cp, ou ça, Cv. Alors en pratique, mesurer Cv, c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que avoir une enceinte parfaitement rigide, c'est relativement complexe. Alors on peut le faire pour les gaz, mais c'est assez difficile. Donc on mesure plutôt Cp, et de Cp on en déduit Cv. Par exemple, si votre gaz il est parfait, si je connais Cp, je peux récupérer Cv en faisant la loi de Maillard. Et à quoi ça sert de mesurer Cp pour un gaz ? Ça peut servir déjà à vérifier qu'il est parfait, et puis ça peut servir à déterminer son atomicité. Si vous mesurez Cp égale 7,5 de Nr, vous en déduisez que votre gaz c'est un gaz diatomique. Donc ça vous permet, par une mesure macroscopique, d'obtenir des infos sur la structure microscopique de votre gaz. Alors toutes les expériences de calorimétrie utilisent un calorimètre que vous avez dû... Alors je pense que vous l'avez fait en terminale, donc cette figure-là, a priori vous avez dû vous en servir en terminale. Ça c'est un truc qui est au programme de terminale, mélanger des trucs dans un calorimètre et mesurer la température. Alors, je vais juste faire une petite vérification parce que je vois que toutes les terminales ne le font pas, pour voir à quelle vitesse je peux aller. Comment on fait déjà ? On fait un sondage. Tac. Allez, petit sondage rapide, vous répondez assez vite que je vois un petit peu. Ah, c'est moitié-moitié, un peu mitigé. Okay. Ok, et les 6 qui n'ont pas répondu, ils se sont juste connectés pour montrer qu'ils étaient là et ils sont allés se recoucher.
Ok, allez, moitié-moitié à peu près. D'accord. Alors du coup, pour ceux qui n'ont jamais manipulé de calorimètre, je vous explique un petit peu comment ça marche assez rapidement. Les autres, ça sera juste une révision. Donc l'idée du calorimètre, c'est de séparer l'intérieur de l'extérieur du mieux possible. Donc idéalement, si vous voulez séparer l'intérieur de l'extérieur, vous faites ça, ce dessin-là. Donc ça, c'est un super calorimètre, ça s'appelle un cryostat. C'est utilisé par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça dans des séries, quand il y a des séries où vous conservez des... Tiens, par exemple, on va conserver un virus au laboratoire P4 qui est situé à Gerland, qui est le laboratoire P4 du même niveau de classification de risque que le laboratoire P4 de Wuhan. Et ben on va les conserver en les stockant à très basse température. Pourquoi? Parce que si vous les stockez à trop haute température, ils sont détruits et c'est quand même dommage de détruire un virus quand on veut le conserver. Donc pour ça, on va utiliser des systèmes assez élaborés. Le principe de tous ces systèmes, c'est qu'on va isoler au maximum, donc on va minimiser les échanges thermiques avec l'extérieur. Et pour ça, nous, dans le calorimètre, on va le faire de plusieurs façons. Alors, première chose qu'on va utiliser, c'est ici, vous devez voir que il y a des espèces de reflets là. Donc en fait, la surface qui est dessinée ici, elle correspond à celle-là. À celle-là. Tac, ça, c'est ça. Donc ça va nous permettre que si votre intérieur émet du rayonnement, le rayonnement il va être réfléchi par les parois. Donc du coup il ne va pas sortir du dispositif. Ensuite on va isoler l'intérieur de l'extérieur avec un isolant. Le meilleur isolant c'est le vide. Alors là ça se voit pas, mais si vous tapez avec une petite pointe à cet endroit-là, derrière il y a du vide, donc vous allez imploser, enfin votre calorimètre il va imploser. Alors c'est assez dangereux parce que si le calorimètre il implose, ça en fout partout. Ceux-là ils sont pas. C'est les calorimètres standards de TP, donc vous pouvez même mettre de l'air dedans, mais si vous avez des bons calorimètres, vous avez un vide assez poussé à l'intérieur. Et donc du coup le vide joue le rôle d'isolant. Donc ici soit vous mettez une couche d'air, soit vous mettez, si c'est encore mieux, vous pouvez mettre du vide. Et à l'intérieur, vous allez avoir ici là, le petit bac, là, ça, là. Ce petit bac, c'est ce truc-là. Et c'est là-dedans que vous allez plonger les éléments qui vous intéressent. Donc typiquement de l'eau, des métaux, de l'huile, etc. Et après, vous allez fermer par le dessus. Alors nous, quand on ferme par le dessus, on ferme de façon assez grossière avec juste un petit couvercle et un joint en caoutchouc. Et puis on laisse un petit trou. Le petit trou, il permet d'insérer un thermomètre pour mesurer la température et il permet surtout de faire contact avec l'extérieur via il permet de réguler la pression. Donc comme il y a un contact avec l'extérieur, la pression à l'intérieur est égale à la pression extérieure. Ça assure l'équilibre mécanique. Donc une fois qu'on a fait ça, on va modéliser le calorimètre. Alors dans un premier temps, on va le modéliser de façon... on va dire que les transformations elles sont adiabatiques. Et après, si on a besoin, on affinera un petit peu le modèle en prenant en compte le fait qu'il y aura quand même un petit peu de perte. Donc le principe de base, c'est je construis une enceinte isolée de l'extérieur et je vais introduire dans cette enceinte des constituants et je vais faire une mesure de température. Et de cette mesure de température, je vais en déduire des informations sur la capacité calorifique. Alors on va faire ça sur un premier exemple qui est la mesure de la capacité thermique d'un solide par la méthode des mélanges. Donc ça, c'est moi qui vous le présente. L'exercice il est déjà corrigé, je vais juste vous expliquer bien le principe de base. Alors, le but c'est que vous mesuriez la capacité thermique de ce truc-là que vous ne connaissez pas. Alors déjà c'est un solide, donc je dis la capacité thermique, je ne précise plus à volume ou à pression constante parce que c'est une phase condensée. Comment on va faire? On va préparer le calorimètre en mettant de l'eau dedans. Donc on remplit le calorimètre en mettant de l'eau. Le calorimètre il est représenté ici par les parois calorifugées avec l'eau qui est dedans ici. On attend relativement longtemps. Si on attend relativement longtemps, il y a équilibre thermique entre l'eau qui est à l'intérieur du calorimètre et la face interne des parois. Et tout ça, ça se fait à la température thermique. Indépendamment, on prépare le solide en le portant à une autre température, la température T2, qu'on contrôle aussi. Donc par exemple, vous pouvez le faire en plongeant le solide dans de l'eau bouillante. Vous attendez suffisamment longtemps pour que votre solide se mette à la température de l'eau bouillante, donc disons 100 degrés.
au début de l'expérience, vous connaissez T1 et T2. Et vous plongez le solide dans le calorimètre. Hop. Donc le solide, vous le plongez dans le calorimètre. Vous attendez suffisamment longtemps et vous mesurez la température finale. Voilà, ça c'est le principe de l'expérience. Comment est-ce qu'on va la modéliser? L'eau, on va la caractériser par sa capacité thermique massique, ici. Le calorimètre, si vous remontez un petit peu en arrière, là, hop, vous voyez là le bol que j'ai dessiné, le bol c'est de l'aluminium. Donc de l'aluminium c'est un métal, le métal il a une assez faible capacité calorifique, mais elle est quand même non nulle. Donc quand vous préparez votre dispositif, il y a quand même des échanges qui sont entre l'eau et le bol. Et on va remplacer fictivement le bol par une masse d'eau qui a la même capacité thermique. Pourquoi? Parce que du point de vue du premier principe, quand vous écrivez la variation d'enthalpie, si j'écris la variation d'enthalpie d'une phase condensée, delta H égale C delta T, comme ça c'est delta T. Ici, j'ai pas besoin de connaître la nature du constituant, j'ai besoin de connaître que la valeur de C. Donc si vous avez 1 kg d'eau, ça vous donne une capacité de 4,18 kJ par Kelvin, vous pouvez remplacer ça par à peu près 5 kg d'aluminium, ça va faire à peu près la même chose. Et l'expérience, si vous la menez avec le premier système ou avec le deuxième système, ça conduira à la même variation d'enthalpie. Donc fictivement, je remplace le calorimètre par ce qu'on appelle la valeur en eau. Sa valeur en eau, c'est, au lieu que votre calorimètre ce soit la paroi plus l'eau, bah c'est l'eau de départ, comme ça, plus une petite masse d'eau en plus que je rajoute dessus. Donc ça, c'est la masse mu. Et ça, c'est la masse, je ne sais plus comment elle s'appelle, m petit m. Et ça va revenir exactement au même. Donc la valeur en eau, c'est une caractéristique de votre calorimètre. Et donc l'état final, tout est thermalisé, donc vous récupérez le solide, le calorimètre, l'eau que vous avez introduite à la température TF. Alors, montrer que le système calorimètre plus eau plus accessoire plus solide subit une isenthalpique. Alors, les accessoires, c'est l'agitateur, c'est tout ce que vous mettez dans votre calorimètre au départ, que vous n'enlevez pas pendant l'expérience. Donc, ça peut être le thermomètre, par exemple. Ça, c'est tous les accessoires. Alors, ça, c'est assez simple à faire. Il suffit de caractériser la transformation. Donc, le calorimètre, il est en contact via le petit trou qui était ici avec l'extérieur. Donc il subit une transformation qui est monobar, parce que la pression extérieure, elle ne change pas. Donc je vois transformation monobar, directement je vais utiliser le premier principe revisité qu'on a vu hier. Donc c'est delta H du système égale Q reçu. Il n'y a pas de travaux autres que ceux des forces de pression, donc il n'y a que le transfert thermique dans le premier principe revisité. Et comme vous supposez que l'évolution elle est adiabatique, et bien Q reçu, ça fait 0. Donc delta H égale 0. Ça, c'est la base. Un calorimètre, delta H égale 0, c'est le point de départ. Si il n'y a que... C'est facile, le système ne reçoit aucun transfert thermique. Alors, question de montrer, en utilisant le fait que l'enthalpie est une fonction d'état extensive, exprimer la capacité thermique grand C qu'on ne connaît pas en fonction de tous les autres paramètres. Alors comment on fait ça? Eh bien on écrit, on répond à la question en lisant la question, donc on vous dit en utilisant le fait que l'enthalpie est une fonction d'état extensive, donc je fais quoi? J'écris l'enthalpie totale de mon système comme l'enthalpie du solide plus l'enthalpie de l'eau et du calorimètre. Et ensuite je dis que la variation d'enthalpie ne dépend pas de la transformation. Donc ça c'est assez important à comprendre. Alors on va faire un petit schéma pour illustrer ça. Alors attendez. Tac. Il a compris là que j'avais lancé le dessin. Ouais. Et on va partager le dessin. Hop, voilà. Donc si je résume l'expérience au départ, vous avez mis ici. Donc ça représente l'eau. Et ça représente le calorimètre. Donc c'était la masse mu, et ça c'est la masse petit m. Et puis vous aviez le solide. Ça c'est le solide.
Là, j'étais à la température, je crois que c'était T1, si je me rappelle. Je vais vérifier. Lequel était à T1? Oui, c'est ça. Et lui, il était à T2. Ça, c'est l'état initial. Je plonge le solide dans le calorimètre et j'arrive à l'état final, que je peux représenter comme ça, avec le solide dans le calorimètre. Ici, j'ai la masse mu plus m d'eau. Et ici, j'ai le solide. Et l'ensemble est ATF. Cette transformation-là, elle se caractérise par delta H égale 0. Ça, c'est l'état final. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous plongez le solide? Vous mettez votre solide ici. Au début, la température, et imaginez que le solide, au départ, il est à une température plus élevée que l'eau. Vous mettez le solide ici. Il va y avoir un petit peu de diffusion de chaleur. Donc du coup, vous allez avoir la température qui va baisser localement ici, et puis qui va commencer à monter un petit peu par là, petit à petit. Ça va se faire progressivement. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour caractériser cette transformation, je vais utiliser le fait que H, c'est une fonction d'état. Et donc, je vais construire une transformation fictive, le long de laquelle je contrôle totalement les variations de cette fonction-là. Donc, je peux faire comme ça. Pour aller de l'état initial à l'état final, je peux passer par une première étape intermédiaire, fictive, où l'eau ici et le calorimètre ici sont toujours à la température T1, et où le solide, par contre, lui, il est passé à la température TF. Et puis après, je peux passer à une deuxième étape intermédiaire, où cette fois-ci, l'eau qui était ici et le calorimètre qui était ici passe à la température TF, et le solide, lui, il reste à la température TF. Et puis après, je retourne à l'état final en faisant quoi? En mettant juste le solide dans l'eau. J'ai le droit de faire ça parce que H, c'est une fonction d'état. Et c'est là que le caractère fonction d'état, il prend tout son sens. Parce que comme c'est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin, ne dépend pas de la transformation. Donc vous faites comme vous voulez, vous prenez le chemin qui vous intéresse, et vous pouvez aller de l'état initial à l'état final comme vous voulez. Ça, c'est vrai pour le membre de gauche du premier principe, ou du premier principe revisité. Donc, qu'est-ce que ça donne quand je regarde ce qui se passe du point de vue eau plus calorimètre? Je suis en train, ici, de faire rien. Donc là, il n'y a pas de variation d'enthalpie de l'eau. Par contre, le solide, il passe de T2 à TF. Donc là, il va y avoir delta H du solide égale C du solide TF moins T2. Ça, c'est cette étape-là. Et puis delta H de l'eau, là, c'est 0. Sur la deuxième étape, delta H de l'eau, cette fois-ci, il va être non nul. Donc là, ça va être... Je vais avoir un peu de mal à écrire, là. J'ai écrit trop petit. M plus M, c'est 0. Je vais l'écrire en dessous, j'espère que ça va se voir. Donc l'eau, elle passe de la température T1 à la température TF. Donc ici, je mets TF moins T1. Et puis par contre, delta H du solide, là, c'est 0. Le solide, il va de TF à TF. Et sur la troisième étape, en fait, j'ai fait, en termes de variation d'enthalpie, j'ai fait 0. Donc là, delta H, je vais l'appeler 3 égale 0. La variation d'enthalpie totale, c'est la somme de ces trois variations d'enthalpie. Pourquoi delta H est nul en haut? Parce que c'est le... Là, j'ai écrit le premier principe, c'est le résultat de la question, du début de la question 1. Là, le H, c'est le H de tout le système. Donc, état initial, état final, je caractérise la vraie transformation. Antoine, c'est bon ou pas? Ok. Ensuite, j'ai pas compris pourquoi on sépare l'eau et le calorimètre. Le calorimètre, c'est pas l'enceinte au total. Alors oui, en fait, on sépare l'eau et le calorimètre parce que... Alors le calorimètre, du point de vue thermodynamique, ça va être toutes les parties qui peuvent voir sa température évoluer.
Donc je prends l'exemple d'une bouteille de... Vous avez peut-être chez vous une bouteille thermos. Une bouteille thermos, vous mettez dedans du café très chaud. Si vous tenez la bouteille avec votre main à l'extérieur, vous n'allez pas sentir qu'il y a du café très chaud dedans. Parce que la paroi externe de la bouteille thermos, elle est à la température extérieure. Par contre, la paroi interne, si vous videz le café, que vous mettez votre main dans la paroi interne, là, vous allez avoir vous allez sentir que la température est plus élevée. Et donc, on remplace toutes ces parois-là par une masse fictive, mu, qui est la masse d'eau qui a la même capacité calorifique. Et en fait, la séparation que je fais en remplaçant le calorimètre par une masse d'eau, c'est une séparation qui me permet juste d'écrire quelque chose d'un peu plus simple. Alors je pourrais garder un calorimètre de capacité C, et ça me permet juste de regrouper ça ensemble. Et il y avait une autre question. À droite, c'est delta H de tout le système. Alors oui, à droite, c'est delta H total. Ouais. C'est delta H et du solide et de l'eau. Donc la troisième étape, en fait, j'ai fait rien du point de vue variation d'enthalpie. D'accord ? Donc j'ai décomposé en 1, 2, 3 étapes. La variation d'enthalpie finale de mon système, maintenant si je fais le ménage là-dedans, c'est la variation d'enthalpie du solide, plus la variation d'enthalpie de l'eau, plus 0. Il y a quoi comme travail ? Il n'y a pas de travail. D'accord ? Le début de l'expérience, c'est vous avez plongé le solide. À partir du moment où vous plongez le solide, vous ne faites plus rien. Alors en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on agite quand même un petit peu avec un agitateur pour homogénéiser, mais l'apport de travail du fait de l'agitation, il est extrêmement faible. Et le travail des forces de pression, je n'ai pas à m'en préoccuper, parce que le travail des forces... Alors déjà, en plus là c'est des phases condensées, donc c'est plié, mais le travail des forces de pression, il est déjà compris dans le fait que j'ai caractérisé la transformation comme monobar. Et donc j'ai utilisé le premier principe revisité. Ok ? Alors du coup, si on revient au texte. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez un résumé de du petit schéma que j'ai fait, ici. Et après, vous n'avez plus qu'à faire quoi ? Vous n'avez plus qu'à isoler la grandeur qui vous intéresse. La grandeur qui vous intéresse, c'était la capacité du solide. Donc vous l'isolez et vous obtenez la formule qui encadre. Ok ? Alors le problème de ce truc-là, c'est que si vous voulez faire cette mesure-là, nous le but c'est qu'on mesure grand C. Mesurer les températures, pas de problème, on sait faire, on prend un thermomètre. Mesurer la masse d'eau que vous introduisez, c'est facile aussi. Et il nous manque la valeur en eau du calorimètre. Donc il faut qu'on trouve le coefficient mu là qui est là. Et j'ai pas fait sauter un truc, et j'ai fait sauter un C0 quand même. Donc il nous manque la valeur en eau du calorimètre, et il manque le C0, ouais, exact. Hop, que je remets là. Et il faut connaître la capacité de l'eau. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une deuxième expérience qui va nous permettre de mesurer la valeur en eau. Alors pour ça, c'est la question 3. Tac. Donc c'est une expérience qui est préalable. On va commencer par faire ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mélanger des masses d'eau différentes, de températures différentes. Donc il y a une masse M1 à 200 grammes, et ensuite on introduit une masse M2 de 300 grammes. La masse M1, elle est introduite au départ, et la masse M2, elle est introduite après. Donc du coup, je peux refaire le dessin. Alors, je vais représenter la transformation avec mon système de boîte, là, comme j'ai fait tout à l'heure. Là. Hop. Alors on va le reconstruire étape par étape. Attendez, je vais l'enregistrer celui-là. Hop. Ça pourra toujours servir. Comment on va appeler ça ? Hop. Voilà. Alors du coup, on refait pareil, sauf que cette fois-ci, au départ, qu'est-ce qu'on a ? On a une masse M1 d'eau, et ici, je rajoute la masse mu du calorimètre, donc la valeur en eau du calorimètre. Et tout ça, c'est à la température, j'ai oublié la notation, température θ1. Alors je vais même utiliser la notation θ, vous allez voir tout de suite que ça ne change pas grand-chose ici. Donc ça, c'est la température θ1.
Et on a une deuxième masse M2 d'eau à la température θ2. Ça, c'est l'état initial. Donc le système, c'est mu plus M1 à θ1 et M2 à θ2. C'est tout ce que j'ai mis sur mon dessin. On plonge la masse M2 dans le calorimètre et on obtient à la fin une masse M1 plus mu plus M2 à la température θF. Ça, c'est l'état final. L'évolution, elle est comme dans la première question, adiabatique monobar. Adiabatique. Du coup, je peux écrire que delta H du système, c'est 0. Et ça, je vais le réécrire comme la variation d'enthalpie de la masse M2. Donc ça me fait M2 fois C0 fois θF moins θ2, plus la variation d'enthalpie de la masse M1, plus celle du calorimètre. Donc plus M1 plus mu fois C0 fois θF moins θ1. Et tout ça, c'est égal à 0. Alors là, je peux utiliser les températures en degrés Celsius. C'est pas la peine de passer aux températures en Kelvin, parce que comme je fais une différence, si vous faites une différence, la constante de 73,15, là, elle va simplifier. Donc je peux laisser la notation avec les températures θ. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à isoler mu. Donc on isole mu. Donc ça, c'est une expérience préalable qui me permet de trouver la valeur en eau de mon calorimètre. Alors du coup, on va revenir au poly. Hop. C'est lui. Tac. Donc c'est ce que j'ai réexpliqué ici. Et j'isole mu et je fais l'application numérique. Alors là, j'ai trouvé 22 grammes sur cette application-là. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir à l'expérience de départ. C'est quoi M3? C'est où M3? Attendez, je remets le poly. Ah, c'est encore après ça. Alors, donc du coup là maintenant, à la question 3, vous trouvez la valeur en eau de votre calorimètre. Et ensuite, la question 4, on va refaire encore une autre expérience. D'accord? Alors, ce qui est un peu piégeux avec les exercices de calorimétrie, c'est qu'il faut bien caractériser l'état initial et il ne faut pas se mélanger. Parce que quand vous rajoutez des trucs les uns à la suite des autres, il faut bien partir du bon état initial. Donc là, on vous dit, à partir de l'équilibre précédent, on introduit une pièce en aluminium de masse 50 grammes, de température 90 degrés, on mesure la température finale, TF2, et il faut trouver la capacité massique de l'aluminium. Donc pour la question d'après, l'état initial, c'est l'état final de la question 3, plus la masse d'aluminium. D'accord? Donc le système de départ, c'est une masse d'eau M1 plus M2, une valeur en eau mu, donc ça veut dire en masse totale d'eau, j'ai M1 plus M2 plus mu. La température initiale de toute cette masse, c'était la température finale de la question d'avant, donc c'était celle-là. Ça, c'est l'état de départ de la question 4, c'était l'état final de la question 3. À ce système, je rajoute une masse M3 d'aluminium de température initiale θ3 et le tout évolue jusqu'à la température finale θF2. Et je refais encore le même raisonnement. Donc c'est toujours le même raisonnement, c'est delta H égale 0, donc là c'est 0. Là j'ai écrit delta H de tout ce qui constitue l'eau, donc la masse totale d'eau fois la capacité, température finale moins température initiale, pour cette transformation. Et je fais pareil pour l'aluminium. Alors j'ai écrit M3 fois la capacité massique, température finale moins température initiale de l'aluminium. Et là j'ai plus qu'à isoler ce qui m'intéressait, à savoir c'est de l'aluminium. Ok? Pourquoi il y a deux masses d'eau? Parce que l'état de départ de la question 3, c'est l'état final de l'état de départ de la question 4, c'est l'état final de la question 3. Et à la fin de la question 3, qu'est-ce qu'il y a dans votre calorimètre? Il y a la masse M1 d'eau que vous avez mis au départ, plus la masse M2 d'eau que vous avez rajoutée pour trouver ça. Il y a cette masse-là et cette masse-là. Et vous n'avez pas enlevé la masse M2.
Ok? Ça, c'est juste lié au fait que j'ai fait une succession d'expériences les unes à la suite des autres. Donc en fait, si vous remontez un petit peu en arrière, la question 1 là, c'est la question de départ qui va vous permettre de faire tous vos calculs. La question 2, elle vous montre qu'il vous manquait une donnée. Donc la question 2, en fait, finalement, vous ne pouvez pas faire de valeur numérique dessus. Elle vous montre qu'il manquait la donnée. Et donc en calorimétrie, on va faire d'abord une expérience préalable où on mesure mu. Une fois qu'on a mu, on peut faire la vraie expérience qui nous permet de caractériser la grandeur qui nous intéresse. Alors là, ça pose quand même un petit problème, c'est que en fait, vous ne mesurez pas une capacité calorifique, mais ce que vous mesurez de façon exacte, c'est ça, c'est capacité de l'aluminium sur C0. Parce que pour faire l'application numérique, j'ai besoin de connaître C0, qui est la capacité massique de l'eau. Donc cette expérience, elle vous permet de mesurer une capacité relativement à une autre, de faire un rapport de capacité calorifique. En général, on prend de l'eau comme référence, donc vous pouvez remplacer l'eau par de l'huile ou par n'importe quoi d'autre. Par contre, un point assez important, vous n'allez jamais faire un mélange entre deux solides. Pourquoi? Parce que si vous faites un mélange entre deux solides, l'homogénéisation de température, elle est beaucoup trop lente, et du coup, ça ne va pas très bien marcher. Et une autre chose que vous allez faire, au lieu de prendre un bloc d'aluminium, un gros bloc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple des petites billes. Ça, c'est pareil, ça va être pour atteindre l'état final plus rapidement. On va maximiser la surface, et comme ça, il y aura plus d'échanges entre l'eau et le métal. Alors du coup, on a un autre... donc maintenant, il faut qu'on trouve une expérience qui permette de mesurer C0. On va faire dans l'activité 10. Alors je vous la présente, puis après je vous laisse la chercher un petit moment. Donc dans l'activité 10, on reprend un calorimètre, mais dans ce calorimètre, on peut le dessiner comme ça, donc ça c'est le calorimètre, on va plonger une résistance chauffante. Donc je plonge un petit filament, et dans le calorimètre, je vais mettre de l'eau. Alors on connaît la valeur en eau de ce calorimètre. On connaît la valeur de la résistance. Et l'expérience, c'est, au départ, on a une température, donc à l'instant t égale 0, on a une température qui est θ0. On chauffe pendant la durée ΔT, et à l'instant t égale ΔT, on a une température θ. Et de ça, il faut trouver la capacité de l'eau liquide. Alors déjà, je vais vous laisser un petit moment, mais regardez bien comment j'ai présenté les choses. J'ai dit t égale 0, on a θ0. La transformation, c'est je chauffe. D'accord? Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse 5 minutes pour essayer de faire ça. Vous essayez de m'écrire la relation littérale, ce qui donne C0. Et je reviens vous voir dans 5 minutes. Et je vous laisse réfléchir 5 minutes.
Alors vous avez 3 réponses possibles, alors évidemment ça marche pas. Attendez, je vais recommencer parce que vous n'allez pas voir les réponses là. Tac. Donc vous avez 3 réponses, soit A, soit B, soit C. Que je vais essayer de remettre peut-être au-dessus. Tac. Je vais vous le remettre le vote. C'est parti. Parce que sinon ça efface l'image. C'est où? C'est là. Tac. Tac. Mince. On recommence. Et on refait. Alors A, B ou C. Une majorité pour le B. Il y en a forcément une de juste. Ouais, bonne remarque. En fait, il n'y en a aucune de juste. Ouais. Il manque la température. Bien vu. Alors du coup, c'est dommage parce que alors, on va partir sur la B modifiée. Oui. C'est dommage, j'aurais dû mettre réponse D, aucune. C'est malin ça. Alors attendez, on va modifier. Tac. Comme ça. On va ajouter θF sur T moins T0 à chaque fois. Ça, normalement, une différence de température, vous devez le trouver tout seul. Et là, hop, θF moins T0. Ok. Donc ceux qui sont partis sur la B, vous étiez mieux partis, effectivement. Alors on va voir comment on fait pour obtenir ça. Tac. Alors, du coup, si on revient au dessin, donc là, le bon résultat c'était celui-là. Hein. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est bien caractériser la transformation. Donc la transformation, c'est j'avais la masse m plus mu d'eau. Donc ça, c'est l'eau plus le calorimètre. Je le représente comme ça, avec m plus mu. Au départ, elle est à la température θ0. À la fin, elle est à la température θf. Eau plus calorimètre. Donc si je dessine les choses comme ça, c'est que le système sur lequel je travaille, c'est eau plus calorimètre. Quelle est la transformation subie par ce système? C'est une transformation monobar. Et cette fois-ci, c'est un chauffage. Pourquoi c'est un chauffage? Parce que vous avez plongé dans l'eau. Je vais mettre en autre couleur. Hop. Pourquoi il ne change pas ma couleur? Voilà, tac. Vous avez plongé dans l'eau, ici, le filament. Donc si je prends comme système l'eau plus le calorimètre, la surface du filament va permettre de chauffer l'eau.
Alors Enzo, pourquoi on ne met pas la résistance dans le système? Bonne question, je le ferai juste après. Vous allez voir que ça va changer un petit peu les choses. Donc là, je prends système eau plus calorimètre, tout seul. Donc c'est un chauffage monobar. Donc je dois écrire le premier principe revisité pour ce système-là. Delta H égale, il n'y a pas de travaux W', ça il n'y en a pas, il n'y a pas de travaux autres que les forces de pression, mais par contre cette fois-ci il y a un chauffage. Ce chauffage, il vient de quoi? Il vient de la résistance. Comment je fais pour l'exprimer? Ben ça c'est un cas où je peux l'exprimer parce que c'est l'effet Joule. Donc ça c'est l'effet Joule. Donc comment je vais le caractériser? Ça je vais dire c'est RI carré fois delta T. Et ensuite delta H c'est quoi? C'est M plus mu fois C0 fois θF moins θ0. Vous faites l'égalité et vous trouvez que C0 ça fait RI carré delta T sur M plus mu, il y a un point de parenthèse là, pardon, θF moins T0. Ça, c'est en travaillant sur le système eau plus calorimètre. Maintenant, vous pouvez vous dire, je fais de la calorimétrie, donc je veux faire une transformation adiabatique. Pourquoi on multiplie par delta T? Parce que RI carré, c'est une puissance. Donc vous chauffez avec une puissance constante, donc l'énergie que vous apportez, c'est la puissance par le temps. Ok. Alors maintenant, au lieu de travailler sur ce système-là, je vais faire la remarque d'Enzo, je vais mettre la résistance dans le système. Qu'est-ce qui va changer? Alors du coup, on va gommer. Donc maintenant, le système, c'est eau plus calo. J'enlève ça. Tac. Et je rajoute, on va mettre une autre couleur. Je vais arriver. Hop, plus la résistance. Dans ce cas-là, la transformation, elle reste monobar. Mais par contre, c'est plus un chauffage. Parce que cette fois-ci, si la résistance est dans votre système, le reste du monde, pour le système, il est à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus le cas. C'est adiabatique pour ce système-là. La transformation de ce système, elle est adiabatique. Alors du coup, on va reposer le premier principe revisité. Alors je vais gommer tout ça. Hop. Donc tout ça on enlève parce que c'est plus la même chose. Et on écrit le premier principe revisité. Donc je vais écrire delta H pour le système égale W' plus Q. Sauf que cette fois-ci c'était adiabatique. Donc on a dit c'est adiabatique, donc ça c'est 0. Qu'est-ce que c'est W'? C'est les travaux autres que les travaux des forces de pression. Donc ici c'est le travail électrique reçu par la résistance. Et ça va être RI carré delta T. Qu'est-ce que c'est delta H du système? C'est delta H de l'eau plus, alors eau plus calo, plus delta H de la résistance. Sauf que quand vous chauffez, qu'est-ce qui arrive à la résistance? Sa température. Alors il y a une petite phase où la température de la résistance va monter, mais après elle va rester constante, d'une part. Et d'autre part, la résistance elle est relativement petite. Donc ça, c'est quasiment égal à 0. Et donc du coup, vous récupérez la même relation. Donc c'est la même relation, mais pas du tout à partir du même système. Et pas du tout à partir de la même transformation. D'accord? Troisième possibilité, vous pouvez travailler sur le système la résistance toute seule. Alors qu'est-ce qui arrive à la résistance toute seule? On va le faire ici. Hop, on va gommer. Et mon stylo blanc. Et là. Donc là j'ai fait eau plus calorimètre plus résistance. Et maintenant je fais un autre problème. Alors, attendez, je vais changer. Hop. Un autre problème où je travaille uniquement sur la résistance toute seule. Donc la résistance c'était un filament comme ça, parcouru par un courant I. Donc maintenant le système,
c'est la résistance. Si j'applique le... Alors c'est une phase condensée. Là, le contact, il est à pression constante. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer là, Charles. J'y reviens tout de suite. Donc le contact, il est à pression constante, donc vous avez une évolution qui est encore monobar. Donc si j'applique le premier principe revisité à la résistance toute seule, vous allez écrire que delta H de la résistance, c'est le travail reçu, autre que celui des forces de pression, plus Q reçu par la résistance. Le travail reçu, c'est R I carré delta T. C'est le travail électrique. Delta H de la résistance elle est relativement petite. Donc du coup, en fait, sa capacité calorifique est relativement faible. Donc ça, c'est petit, c'est quasiment 0, parce que le C de la résistance, il est petit. Et donc vous en déduisez que Q reçu, c'est environ égal à moins R I carré delta T. Pourquoi il est petit? Parce que c'est un petit morceau de métal, la résistance. Et il faut savoir que la capacité calorifique d'un métal, c'est relativement faible. Donc là, dans l'expérience, j'ai mis 200 grammes d'eau. La capacité de 200 grammes d'eau, c'est à peu près 1 kJ par kilogramme. Enfin, 1 kJ par Kelvin plutôt, en comptant les 200 grammes, pardon. Donc 1 kJ par Kelvin. Vous comparez ça avec une masse de, je sais pas, 5-10 grammes de la résistance, sa capacité va être très faible. Donc du coup, la variation d'enthalpie associée va être très faible. Ça, c'est un premier raisonnement. Une deuxième réponse aussi, c'est de dire que une fois que la résistance elle est montée en température, sa température reste constante. Donc si la température de la résistance reste constante, c'est-à-dire ici vous avez de l'eau qui est à température θ de l'eau, ici vous avez une résistance à la température θ de la résistance, mais sa température reste constante. Dans ce cas-là, si sa température reste constante, le delta H associé il vaut 0. Parce que le delta T il vaut 0. Si je fais C de la résistance fois T de la résistance moins T de la résistance, ça vous voyez bien que ça fait 0. D'accord? Timothée, oui, on peut représenter la résistance par une... Enfin, on peut le représenter par un rectangle, si on veut. On peut mettre un delta à la place de chauffage pour dire que ça chauffe. Un delta comme ça. Romain, c'est un delta comme ça, vous pensez? Ah, comme ça? Non, non, parce que ça, pour moi, c'est une grande variation. Donc, du coup, comme c'est une grande variation, faut pas que vous l'utilisiez comme une abréviation, parce qu'elle a déjà un sens. Donc, ce delta-là, il est réservé à ça. Ok? Enzo, mais du coup, cette relation, elle est valable qu'à l'équilibre thermique. Laquelle? Celle-là? Le Q reçu également R carré delta T? Ouais. Alors, en fait, cette relation, elle vous dit que... elle vous permet de comprendre ce qui se passe concrètement avec l'effet Joule. La résistance, elle reçoit un travail électrique. Je vais refaire un petit schéma. Boum. Donc là, vous avez la résistance. Du point de vue énergétique, qu'est-ce qui lui arrive à la résistance? Elle va recevoir un travail électrique et elle va céder à l'extérieur un transfert thermique. D'accord? Si je refais l'analogie avec le compte en banque que j'avais fait hier, ça, c'est de l'argent qui rentre, ça, c'est de l'argent qui sort. Si vous êtes en régime permanent, tout l'argent qui rentre sort. Et vous accumulez pas, vous accumulez rien. L'accumulation, c'est ça. C'est le delta H égale C delta T. Ça, c'est l'accumulation. Donc ici, ce sera une accumulation d'enthalpie ou d'énergie interne. C'est pareil pour la phase condensée. Donc tout ce que la résistance reçoit, elle le cède.
Et c'est pour ça qu'on caractérise ici, on dit bien que ça c'est RI carré delta T quand c'est reçu après par le reste du système. Ça c'était l'eau. Donc la résistance, elle reçoit le travail électrique RI carré delta T. Elle ne stocke pas ce travail sous forme d'une variation de température, une variation d'enthalpie. Elle le recède à l'extérieur et l'eau le capte. Donc ça explique pourquoi dans le premier raisonnement, on avait écrit delta H égale Q avec Q égale justement ce RI carré delta T. Donc ça vous montre l'importance de bien choisir votre système. C'est bon ? Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, donc là vous avez un protocole qui vous permet de mesurer ces zéros. Et une fois que vous avez mesuré ces zéros, en utilisant la méthode des mélanges, vous pouvez mesurer d'autres capacités. Hop. Alors, dernière situation, c'est la problématique des transitions de phase. Donc on va définir l'enthalpie de changement d'état. Alors petit rappel, je l'ai déjà dit quand j'ai présenté les types de transferts thermiques, je vous ai dit que les changements d'état étaient associés à des transferts thermiques. Donc l'exemple c'est vous faites fondre de la glace, quand vous faites fondre de la glace, il faut apporter de l'énergie. Sauf que le changement d'état, il se fait à température constante. Donc du coup, on va le traiter à part en termes de transfert thermique parce que c'est un transfert thermique qui est isotherme. Et ça, c'est assez particulier. Alors on va lui associer des grandeurs particulières. Donc c'est isotherme et c'est isobar. Attention, je suis en train de faire le changement d'état. Donc si je fais un petit schéma pour présenter la transformation, on va faire un petit dessin. On va prendre un système modèle. Donc le système modèle, c'est au départ, par exemple, j'ai de l'eau liquide. Et cette eau liquide, je vais la faire passer sous forme vapeur. Ce qui m'intéresse, c'est juste le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur. Donc ça suppose qu'au point de départ, si je dessine le diagramme pression-température, je vais juste dessiner la partie liquide-vapeur. Donc le liquide, il est ici, la vapeur, elle est ici. Ça, c'est l'état initial. État initial, ça c'est l'état final. L'état initial, je suis à la température, ici, T1. Et l'état final, je suis aussi à la température T1. C'est-à-dire que sur le diagramme PT, la transformation, l'état initial, il est ici. D'accord ? Et l'état final, que je dessine une autre couleur, il est où ? Il est aussi ici. Ça, c'est l'état final. J'ai juste fait la transition de phase, c'est-à-dire mon eau liquide au départ, elle était déjà à la température, qui est une température sur la courbe d'équilibre liquide-vapeur. Ça se voit mieux pour le cas liquide-vapeur en coordonnées de Clapeyron. On va faire avec grand V, donc ça c'est la courbe de saturation. Et là je vais représenter une isotherme. Tac, tac, tac. L'état initial, c'était eau liquide à la température T1. Je suis ici. Ah non, il était rouge. Donc ça, c'était l'état initial, représenté dans ce jeu de coordonnées. Et l'état final, il est ici, représenté aussi dans ce jeu de coordonnées. Et la transformation, là, ma flèche de transformation, cette flèche-là, en fait, elle correspond, elle se voit ici dans ce diagramme-là, c'est ça la transformation. Donc c'est ça la transformation qui m'intéresse. Attention, je ne suis pas en train de partir d'une eau liquide à une température 20 degrés et de la transformer directement en vapeur. Non, j'ai déjà amené l'eau liquide de 20 à 100 degrés. Et ce qui m'intéresse, c'est juste le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur. Le point de départ, ici, ça c'est hyper important à comprendre, il est déjà sur la courbe de changement d'état. Alors du coup, on va remettre le poly. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va définir l'enthalpie massique de changement d'état
comme étant la variation d'enthalpie d'1 kg, donc c'est parce que c'est une grandeur massique, du corps pur passant d'un état 1 à un état 2. Alors ça se fait réversiblement, au sens de ce qu'on va voir dans le prochain chapitre sur le deuxième principe, et le tout à pression constante. Alors, la notation A1 donne A2, A1 et 2 c'est les phases. Donc la phase 1 donne la phase 2. Par exemple, le système tout à l'heure, j'aurais pu écrire une masse de liquide qui devient une masse de vapeur. De l'eau liquide qui devient de l'eau vapeur. Plusieurs notations pour ce truc-là. La notation petit h indice 1, 2. La notation petit l indice 1, 2. La notation delta indice 1, 2 petit h. Et la notation petit h2 moins petit h1. Donc ça fait 4 notations pour la même chose. Alors c'est un petit peu lourd. Pourquoi il y a toutes ces notations? Parce que chaque notation va être utilisée par telle ou telle personne. Par exemple, cette notation-là, c'est la notation que vous utiliserez en chimie. Sauf qu'en chimie, au lieu de parler de grandeur massique, vous parlerez plutôt de grandeur molaire. Donc vous introduirez ici, vous écrirez plutôt un delta de 1 vers 2 d'une enthalpie molaire, grand H molaire. Ça, c'est la notation du chimiste. Petit h2 moins petit h1, ça c'est une notation sur laquelle je reviendrai quand on aura fait les machines thermiques. Ça va nous permettre, si je connais l'enthalpie de chacune des deux phases, de faire la différence. Et petit l, c'est la notation avec la chaleur latente que vous avez peut-être déjà vu en terminale. Alors, de quoi ça dépend ce truc-là? La pression, elle est fixée. Donc si je fixe la pression, ça fixe la température. Je suis sur le palier d'équilibre. Donc j'ai pas deux variables, j'ai pas et la pression et la température. C'est pour ça que j'ai noté H qui ne dépend que de la température. C'est quoi petit h? C'est l'enthalpie massique. L'enthalpie, alors c'est petit h parce que c'est une grandeur massique associée à grand H l'enthalpie. Ok? C'est bon ou pas? Oui, c'est grand H sur la masse du système, exactement. Alors du coup, donc en termes de vocabulaire, vous allez entendre parler de chaleur latente, d'enthalpie massique de changement d'état. Ça c'est tout le vocabulaire de ce paragraphe-là. Donc chaleur latente, ça veut dire qu'elle est latente, donc elle est en sommeil dans le corps. Donc ça veut dire que votre corps pur, il contient une certaine quantité de chaleur à l'intérieur qui va pouvoir évacuer vers l'extérieur. Alors ça c'est les autres notations. Attendez, je fais un petit zoom arrière. Hop, voilà. Donc toutes les autres notations, c'est ce que je viens de raconter. On va se servir de ces notations. Nous, ce qu'on va juste faire, c'est appliquer le premier principe. Et on va voir pourquoi est-ce que du coup on parle de chaleur latente. Donc la transformation, c'est j'ai une masse petit m qui au départ est dans une phase 1, qui passe, donc c'est la même masse, petit m, qui passe sous la phase 2. Donc c'est ce que j'ai dessiné à l'instant. Exemple, du liquide qui devient de la vapeur, du solide qui devient du liquide, du solide qui devient de la vapeur, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que c'est T et P constantes. Je m'intéresse que à la transition de phase. Dans ce cas-là, comme P est constante, c'est ça qui est important, je vais pouvoir écrire directement le premier principe revisité. Donc si j'écris le premier principe, Edine, ça veut dire quoi en sommeil? Ça veut dire qu'elle va pouvoir être libérée. Donc elle va pouvoir être libérée si vous vous y prenez bien. Donc par exemple, si vous avez une masse d'eau de 1 kg de vapeur, ça va libérer de l'énergie quand il va passer sous forme liquide. Mais pour ça, il faut qu'il passe sous forme liquide. Tant qu'il reste sous forme vapeur, l'énergie, elle reste au niveau de la vapeur. Ok? C'est pour ça que c'est latent. Et justement, tout l'intérêt des transitions de phase, c'est qu'on va se servir de l'énergie libérée pour en faire quelque chose. Donc j'écris le premier principe revisité, delta H égale QP. Et sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me focaliser sur le membre de gauche. Donc le membre de gauche, c'est quoi? C'est la variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état final. L'état final, c'est l'enthalpie H2, l'état initial, c'est l'enthalpie H1. Sauf que dans l'état final, H2, c'est l'enthalpie de la deuxième phase. Et dans l'état initial, c'est l'enthalpie de la première phase.
Donc je peux réécrire le delta H comme étant petit m fois petit h2 moins petit h1. Et petit h2 moins petit h1, c'était, si vous revenez juste avant, c'est ce truc-là. Attendez, j'ai raté mon rond là. Hop, c'est lui là. Ça, c'est la même chose que ça. Donc ça, c'est la variation d'enthalpie du système au cours de la transformation qui s'identifie avec la chaleur latente de changement d'état. Donc ça veut dire si vous connaissez petit h2 et petit h1 et vous connaissez la différence, vous pouvez prévoir quelle va être la quantité de chaleur qui va être dégagée lors du changement d'état. C'est pour ça, et alors, donc ça c'est une valeur numérique que vous allez pouvoir chiffrer. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que petit h2 et petit h1 dépendent uniquement du corps pur que vous étudiez. Est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est du fer, est-ce que c'est du cuir, etc. Et donc cette quantité-là, elle est caractéristique du corps pur que vous étudiez. Sa valeur numérique change d'un corps pur à un autre. Alors après, il y a tout un tas de vocabulaire. Donc, en fait, usuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se limite aux transitions usuelles, la fusion, la vaporisation, la sublimation. Pourquoi? Parce que si vous faites la transformation inverse, au lieu d'avoir H2 moins H1, vous allez avoir H1 moins H2. Et donc la chaleur latente pour aller de 1 vers 2, c'est moins la chaleur latente pour aller de 2 vers 1. Et on se limite aux transitions de phase pour lesquelles la grandeur est positive. Donc delta fusion là, ça c'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est positif? Ça veut dire que si vous voulez faire passer donc la fusion, c'est quand je passe du solide au liquide. Pour faire passer un corps pur du solide au liquide, il faut que je lui apporte de l'énergie. Donc il reçoit de l'énergie. C'est ça qui est important à comprendre. C'est moi qui apporte de l'énergie. C'est ce que vous faites quand vous mettez un métal dans un four pour le faire fondre. Okay. Par contre, c'est la transformation inverse, la solidification. Cette transformation, elle va dégager de l'énergie. Donc là, c'est de l'énergie qui va être libérée par votre liquide quand il va passer sous forme solide. Et elle va être libérée à qui? Elle va être libérée au reste du monde. Exemple concret de ce truc-là, c'est vous avez déjà tous vu une centrale nucléaire. Vous avez déjà vu qu'il y avait un nuage qui sortait de la centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? C'est le résultat de la vaporisation d'eau liquide qui passe sous forme vapeur. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur, ça nécessite de capter de l'énergie. L'eau liquide reçoit de l'énergie qui est pour pouvoir passer sous forme vapeur. Et donc, cette énergie, on va la capter à quoi? On va la capter au réacteur qui est en train de faire une réaction qui dégage beaucoup d'énergie. Alors, on va se servir des transitions de phase pour justement faire des transferts thermiques qui peuvent être très importants. Petit ordre de grandeur. Alors là, vous n'avez pas à connaître les valeurs, vous avez juste à connaître un truc. Alors, les valeurs numériques ne sont pas importantes, ce qui est important, c'est ça. C'est le fait que l'eau, alors si vous comparez par exemple, on va se mettre à la pression de 1 bar, si vous comparez ça à ça, ou à ça, c'est 3 fois l'ébullition, vous remarquez que la chaleur latente de transition de phase associée à l'eau est beaucoup plus grande que toutes les autres. Et ça, c'est assez important. D'une part parce que de l'eau c'est assez facile à récupérer quand même, il y en a un peu partout, et donc du coup ça va vous permettre de soit stocker beaucoup d'énergie, soit au contraire de libérer beaucoup d'énergie. Si vous arrivez à liquéfier une grande quantité de vapeur d'eau, vous libérez énormément d'énergie. Et si vous arrivez à vaporiser une grande quantité d'eau liquide, pour faire ça vous allez absorber beaucoup d'énergie au reste de votre dispositif. Donc ça c'est assez important, ça vous donne un autre rôle clé de l'eau. En fait l'eau c'est un corps pur qui est thermodynamiquement essentiel parce qu'il a une très grande capacité calorifique quand il est sous forme liquide. C'était le 4,18 kJ par kg par Kelvin. Et en plus il a une très grande chaleur latente de vaporisation. Donc c'est pour ça que c'est super utile industriellement. Si vous avez déjà remarqué, même dans des hauts fourneaux, il y a toutes les vapeurs qui se dégagent, il y a essentiellement de la vapeur d'eau. Comment ça s'explique? Ça s'explique par la présence des liaisons hydrogènes dans l'eau. Vous avez dû voir ça en chimie. Il y a des liaisons hydrogènes
Et quand vous passez de l'eau liquide à de l'eau vapeur, ce que vous faites, c'est que vous cassez ces liaisons hydrogènes. Et ça coûte plus cher de casser des liaisons hydrogènes que de casser des liaisons de... Par exemple, quand vous passez de H2S liquide à H2S vapeur, ce que vous cassez, c'est des liaisons de Van der Waals, qui sont plus faibles. Donc ça coûte moins cher énergétiquement. Donc c'est la présence des liaisons hydrogènes qui confère à l'eau des propriétés particulières. Alors, la suite, ça, l'influence de la température, c'est plus une remarque qu'autre chose. C'est un petit détail. Il n'y a pas de formule à connaître, donc je peux même le mettre entre parenthèses. Du coup, je ne vais pas le mettre en rouge, parce que sinon vous allez croire que c'est important. C'est juste pour vous montrer quelque chose. À savoir, la chaleur latente, elle dépend de la température. Donc la valeur que vous allez devoir utiliser correspond à la température qui va vous intéresser. Donc pour le moment, vous n'avez pas de moyen de prévoir tout de suite quelle va être sa valeur. On verra ça un tout petit peu plus tard dans le cours. Par contre, il y a un point qui est important, c'est le point à la température critique. Si je vous redessine, tac, donc ça c'est le diagramme de Clapeyron. Ici, il y a le point critique. Si vous vous rappelez, le point critique, c'était le point pour lequel il n'y avait plus de palier. Donc et je vous avais dit, au niveau du point critique, on ne peut plus distinguer le liquide de la vapeur. Voilà, au-dessus, on a le fluide supercritique, en dessous, on a le fluide normal. Thermodynamiquement, ce qui se passe à ce point-là, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre les deux phases. Donc ça correspond à un point où il n'y a plus de chaleur latente. La chaleur latente devient exactement égale à 0. Et ça vous permet de faire une transition qui est cette transition-là, dont on avait déjà parlé au chapitre 20, c'était l'opalescence critique. Ça, c'est une transition qui se fait sans apport de chaleur. C'est-à-dire, si vous voulez faire passer de l'eau, si vous voulez faire cette transition-là, aller de ce point-là à ce point-là, Edine, je réponds à votre question après parce qu'elle est un peu déconnectée de ce que je fais là. Je vais vous laisser juste 2 minutes. Donc si je vais de ce point-là à ce point-là, je dois le faire. Alors là, je passe du liquide à de la vapeur, donc c'est l'extérieur qui va apporter de l'énergie. Si je vais de ce point-là à ce point-là, je peux le faire sans apporter de chaleur. La transition horizontale, c'est une transition de phase de première espèce. La transition verticale, c'est une transition de phase de deuxième espèce. C'est une transition de phase sans chaleur latente. Et vous avez tout un tas de transitions de phase qui se font sans chaleur latente. Edine, comment on fait une détente isenthalpique? Je réponds à cette question au chapitre 25, parce qu'on va voir les détentes isenthalpiques dans le chapitre 25. Ok? Donc vous gardez votre question pour un petit moment. Alors, on va faire un petit exercice de calorimétrie pour essayer de mesurer une enthalpie de fusion. Donc c'est pareil, c'est vous qui allez le faire. Alors cette fois-ci, les infos dont vous disposez, c'est on vous donne la capacité thermique du calorimètre. Donc on ne vous précise pas sa valeur en eau, on vous donne sa capacité thermique directement. Oui, Timothée, seconde espèce, c'est la droite verticale passant par le point critique. Donc c'est un cas très particulier. Donc un calorimètre de capacité 84 joules par Kelvin qui contient 530 g d'eau liquide à la température 25 degrés. Dedans, on introduit 49 g de glace à la température 0 degré et on mesure une température finale de 16,5 degrés. On vous dit, en exploitant le fait que l'enthalpie est une fonction d'état extensive, exprimez puis calculez la chaleur latente de fusion de l'eau. Alors, ce qu'on va faire, Charles, je réponds à votre question juste après. Et Alexis aussi. Je lance juste l'exercice. Et après, je réponds à vos questions. Donc, dans cet exercice-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous définissiez le système. Donc, je vous laisse réfléchir à quel est le système. Vous faites caractériser la transformation. Ça, c'est une transformation. Attendez, c'est un A, ça. Et vous faites un peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir l'état initial, la transformation, l'état final. Ça, c'est la vraie transformation. Donc là, il faut réfléchir à ce que vous allez mettre. Et ensuite, ce truc-là, ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez peut-être devoir soit utiliser le caractère fonction d'état, soit utiliser le caractère extensif. Donc extensif, c'est-à-dire je vais découper le système en morceaux, et fonction d'état, je vais peut-être construire un autre chemin
de l'état initial à l'état final, sur lequel je suis capable d'identifier ce qui se passe étape par étape. Et je vous laisse réfléchir, hein. Alors là, il est quoi? Il est 20, je vous laisse 10 minutes pour essayer de réfléchir à ça. Et dans 10 minutes, je vous fais une correction. Et pendant les 10 minutes, je vais répondre aux questions qui viennent de s'afficher. Donc jusqu'à 9h30. Alors vous commencez par essayer de dessiner les différentes étapes. Donc je mets entre guillemets dessiner. Hein. Et puis vous essayez d'exprimer la chaleur latente de fusion. De toute façon, c'est une chaleur massique. C'est un petit L de fusion. Donc c'est une chaleur latente massique. 9h20, je vous laisse jusqu'à 9h30. Et donc pour répondre... Alors non, Alexis, c'est la valeur en eau qu'il n'avait pas compris. Alors je réponds dans le à l'inverse. D'abord, Charles, la transformation verticale a lieu comment si c'est sans chaleur? Rien ne vous oblige à appliquer une chaleur pour que ça se passe. En fait, les transformations horizontales, par exemple, vous faites cuire vos pâtes, vous mettez de l'eau liquide, vous apportez de la chaleur avec le gaz. La transformation verticale, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change la pression sans changer le volume. Donc un moyen de changer la pression sans changer le volume, c'est vous prenez votre système et puis vous le mettez, par exemple, vous avez le système qui a une température relativement élevée, puis d'un coup vous le plongez dans un autre corps de température plus basse. Il y a un transfert thermique juste avant que vous atteigniez le point critique, mais le moment où vous atteignez le point critique, la transition de phase elle-même ne nécessite pas un apport supplémentaire d'énergie. C'est un petit peu comme si, par exemple, imaginez vous faites chauffer vos pâtes, vous apportez de l'énergie pour que l'eau elle arrive jusqu'à 100 degrés, ça c'est vous apportez avec le gaz, et puis d'un coup au moment où vous atteignez 100 degrés, ça se vaporise directement. C'est ça, hein, une transition sans apport de chaleur. Donc c'est assez particulier. Imaginez, vous faites cuire vos pâtes, puis d'un coup, dès que vous atteignez 100 degrés, tac, ça passe direct sous forme de vapeur. C'est ce qui se passe au niveau du point critique. C'est un point particulier. Alexis, valeur en eau du calorimètre. Donc la valeur en eau, c'est vous prenez votre calorimètre qui était d'un certain matériau, du fer, alors en général c'est de l'aluminium, mais ça peut être autre chose, et vous le remplacez de façon fictive par une masse d'eau, de sorte que la masse d'eau ait la même capacité thermique que le calorimètre. Si vous faites ça, quand vous allez écrire le premier principe, vous n'allez pas distinguer la capacité du calorimètre de la capacité de cette masse d'eau. Et ça va vous permettre de remplacer fictivement le calorimètre par une certaine masse d'eau. Ok ? Allez, je vous laisse travailler encore jusqu'à 9h30.
encore une petite minute et puis je vous projette une correction de ce truc-là. Je vais faire une petite question pour voir où vous en êtes. Non, c'est pas ça. Ah, il y a une grosse majorité de non là quand même. Ok, une bonne majorité de non. Alors on va faire, je vous pose une autre question un tout petit peu différente. Tac. Est-ce que vous avez réussi à faire ça, à construire un chemin de l'état initial à l'état final? Si vous avez réussi à construire le chemin après obtenir l'expression littérale, c'est juste poser le calcul. Là, c'est un peu plus mitigé. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un chemin. Alors, il y a plusieurs façons de représenter les choses. Je vais vous montrer un chemin qui va bien. Et ensuite, je vous laisserai finir le raisonnement. C'est moitié-moitié à peu près. Il y en a 12 qui se sont enfuis en courant. Allez, on va essayer moitié-moitié. Alors, du coup, on va faire ça comme ça. Touc. Alors, je vous explique le gros dessin. À gauche, ici, je vais dessiner en pointillé. Ici, c'est le système qui m'intéresse dans son état initial. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le système? J'ai mis le calorimètre, plus la masse d'eau liquide, plus la masse de glace. Ce que vous devez constater, c'est que la température de départ de la masse de glace, c'est la température de fusion. 0 degré, c'est la température de fusion de la glace. Ça, normalement, vous le savez. Je caractérise la transformation, et à droite, ça représente l'état final. Donc dans l'état final, du point de vue température, c'est facile, il y a équilibre thermique, donc tout est thermalisé, tout est à la même température qui est la température θF, les 16,5 degrés Celsius. Il reste quoi? Il reste le calorimètre, et comme je suis à 16,5 degrés Celsius, j'ai une masse totale M1 plus M2 d'eau liquide. La transformation, c'est une adiabatique monobar, donc delta H total, ça vaut 0. Comment je vais faire pour caractériser cette transformation, qui est une transformation assez compliquée? Je vais regarder ce qui se passe pièce par pièce. Donc qu'est-ce qui arrive au calorimètre? Qu'est-ce qui arrive à la masse M1? Qu'est-ce qui arrive à la masse M2? Comment je fais pour que le calorimètre se retrouve dans son état final? Donc pour le calorimètre, c'est assez simple. Au départ, il était à la température θ1. La seule chose que vous devez faire pour amener le calorimètre d'ici à ici, c'est le porter à θf. Donc vous imaginez, vous faites une transformation fictive où, par la pensée, vous arrivez à porter le calorimètre de θ1 à θf. Ça s'accompagne de la variation d'enthalpie delta H1. C'est ce que j'ai représenté ici, c'est la flèche, la première flèche. Delta H1, je peux l'exprimer, c'est une phase condensée qui passe de θ1 à θf. La capacité
étant C, delta H1, c'est C, θF moins θ1. Et après, je fais pareil pour les deux autres morceaux. Le deuxième morceau, c'est la masse M1 d'eau liquide, qui au départ était à la température θ1, comme le calorimètre d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle passe à la température θF. Et là, j'ai récupéré la partie M1 d'eau liquide que je suis en train de colorier là en marron. Donc ça s'accompagne de delta H2. Delta H2, je vais écrire en dessous, ça va être M1 fois C0 fois θF moins θ1. Un peu plus compliqué, qu'est-ce qui arrive à votre glaçon? Donc le glaçon qui était ici au départ. Dessiné en bleu. Donc pour amener ce glaçon colorié ici à son état final, il faut que je fasse deux choses. Vu qu'au départ je suis à la température de fusion, je vais commencer par faire fondre le glaçon. Donc il était solide, je le passe sous forme liquide. Ça s'accompagne d'une variation d'enthalpie delta H3. Donc ça c'est juste la fusion. Et après, une fois que j'ai fini la fusion, j'obtiens du liquide à la température θ0 et je vais augmenter la température du liquide jusqu'à la température θF. Donc ça, c'est une deuxième étape qui s'accompagne de delta H4. Delta H3, ça vaut quoi? Ça vaut la masse du glaçon qui était M2 fois la chaleur latente de fusion. Et delta H4, alors ça commence à être un peu le bazar dans mon truc, c'est la masse M2. Cette fois-ci, elle est sous forme liquide, donc sa capacité calorifique, c'est C0. Et je passe de la température θ finale à la température de départ, qui était θ0. Je vais vérifier les questions qui ont... Alors Enzo, ils font, puis ils montent en température. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça se fait en même temps. Mais comme l'enthalpie, c'est une fonction d'état, j'ai le droit de décomposer en transformations élémentaires que je contrôle. Donc, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est quand vous mettez un glaçon dans de l'eau, vous n'avez pas d'abord tout le glaçon qui fond, puis qui monte. Il y a un petit morceau du glaçon qui fond, après le petit morceau qui a commencé à fondre, sa température elle change, etc. Ok? Ça c'est pour Enzo. Hugo, après delta H3, c'est quoi le θ? C'est lequel? Alors delta H3, c'est pas un θ, c'est un L de fusion. C'est M2 fois L de fusion. Delta H3, c'est justement le moment où vous faites la transition de phase. Non, en dessous. Alors attendez, je vois pas où. Delta H3. Vous allez me montrer où vous voulez aller. Je vois pas où vous êtes là. Ici, delta H3, je l'ai écrit là. Allez-y. Allez-y Hugo, vous pouvez parler. Non, mais en dessous de la transformation, enfin la première, la fusion, pour le M2, vous avez mis ensuite un M2, et Ouais. ensuite liq. θ0. Là. Ok. C'est en fait. C'est la température de fusion de l'eau. Oui, parce que la flèche, cette flèche-là, c'est la transformation. Je fais passer le glaçon de la température θ0 à l'état liquide. Je fais juste la transition de phase, donc j'ai pas encore changé la température. D'accord? Non, c'est θ0. Elle s'appelait θ2. Attendez, c'est peut-être moi qui ai mal réécrit. Non, c'était θ2, oui, pardon. Autant pour moi. C'est moi qui. Je sais pas pourquoi j'ai écrit θ0. C'est dans l'énoncé, c'est le θ2. Exact. C'est θ2. Je vais gommer parce que ça devient le bazar là. Là, c'est θ2. Ouais. Je l'ai noté θ0, c'est moi qui ai. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, c'est partout où j'ai mis des zéros, c'était des 2. C'est moi qui ai mal réécrit l'énoncé. Donc θ2 et θ2 ici. Ok? Alors ensuite, est-ce que c'est bon pour les questions? Mathieu, pour la glace, on fait un changement de face? Oui, c'est ça. En fait, je choisis toutes mes flèches que j'ai dessinées en couleur, c'est le chemin fictif sur lequel je vais être capable de caractériser chaque variation d'enthalpie une par une. Et ce chemin fictif m'amène de l'état initial à l'état final. Du même état initial au même état final.
comme l'enthalpie est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin. Donc si j'ai construit un chemin qui m'arrangeait, je vais obtenir la même variation à la fin. Et par exemple pour la glace, je ne peux pas dire d'abord j'élève la température, puis je fais la fusion. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Parce que l'information qui vous intéresse, c'est la chaleur latente de fusion à la température 0 degré. Si vous faites le chemin, d'abord j'élève la température de la glace, puis je fais la fusion, vous faites une autre transformation. Alors ensuite, C0 c'est une capacité massique, oui. Donc c'est pour ça que vous multipliez par la masse, parce que C0 c'est une grandeur elle-même massique, tout comme petit L de fusion, c'est une grandeur massique. Ça c'est pour Alexis. Étienne, dans l'étape fictive, la glace devenue liquide est à θ2. Oui. Et après, vous la chauffez jusqu'à θF. D'accord? Le changement d'état, il se fait sans variation de température. Pourquoi on met... Alors attendez, j'ai raté. Pourquoi on met 2 ΔH pour M2? Pourquoi on fait ΔH3 et ΔH4? C'est ça, Lucas, votre question? Alors si c'est ça votre question, c'est parce que, en fait, pour amener... Alors, attends, je vais reprendre mon dessin. Il faut que vous ameniez ce morceau-là d'ici à ici. Mais il y a deux choses à faire. Au départ, ce morceau, il est sous phase solide. À la fin, il est sous phase liquide. Au départ, ce morceau, il est à θ2. À la fin, il est à θF. Donc, il faut que vous arriviez à amener un morceau de solide à la température θ2, à le faire passer en liquide à la température θF. Ça se fait en 2 étapes. D'abord, le solide, je le passe en liquide. Puis le liquide, je change sa température. Lucas, c'est bon ou pas? Ok. Ensuite, entre glace et eau, il faut briser des liaisons hydrogènes. Alors, si entre liquide et gaz, il y a aussi une chaleur latente, il y a aussi un petit peu de variation à cause des liaisons hydrogènes. Donc Enzo, si, il y a la même chose pour les deux transitions que vous décrivez. Et ensuite, Étienne, dans l'étape fictive M2, il a fait ΔH3 et ΔH ou juste ΔH? M2, il a fait ΔH3 et ΔH4. Je vais faire un petit résumé là. Vous voyez, c'est les deux flèches violettes. Je vais réécrire ça. Je vais effacer mon bazar et on va réécrire ça un peu plus proprement. Alors attendez, on va effacer où? On va effacer ici. Comme ça. Attention, je fais un gros ménage. Hop. Donc si je résume, le ΔH1 qui correspond au bloc à celui-là. Donc lui, c'était juste la capacité. Alors pour le coup, là, il n'y a pas de masse parce que c'est une grande capacité. Température finale, moins température de départ qui était θ1. Le marron, ΔH2, c'était M1 fois petit C0 fois température finale moins température 1. Et le violet, c'est ΔH3, ce que j'avais appelé ΔH3 plus ΔH4. Donc ça, c'est le violet qui passe de là à là-bas. Donc c'est le violet là. ΔH3, c'était le changement d'état, donc c'était M2, L de fusion. Et ΔH4, c'était j'élève la température du glaçon qui est devenu liquide. Il finit à la température θF et il a commencé à la température θ2. Et la somme de tout ça, et il manque un C0. Oui, exact, il manque un C0. Bien vu. Ici, il manque C0. La somme de tout ça, ça fait 0. Parce que ça fait le ΔH. Ça, c'est égal. Attendez, j'ai écrit un truc en trop là. Hop. Donc ça fait ΔH. Et ça fait 0. C'est ce 0 là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un changement d'état, la température du corps ne varie pas. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand vous allez faire des expériences de calorimétrie avec changement d'état, il n'y a pas que le changement d'état qui se passe.
il y a échangement, parce que le principe d'une expérience de calorimétrie, c'est de mesurer une différence de température. Donc oui, il y a le changement d'état, mais en plus, il y a élévation ou diminution de la température de la phase qui vous intéresse. Et par exemple, cet exercice, il peut devenir encore plus compliqué si au lieu de partir d'un glaçon à la température θ2 égale 0, j'étais parti d'un glaçon à la température moins 20 degrés, il aurait fallu que je rajoute une étape violette qui consistait à ramener le glaçon d'abord à la température 0, puis à le faire fondre, puis à l'amener à la température θf. En fait, il faut que chaque étape élémentaire corresponde soit à une variation de température d'une des phases, soit à un changement d'état. Et après, quand vous regroupez les étapes élémentaires, vous devez retrouver l'état final. Il ne faut pas oublier d'étape. C'est bon ? Et bien donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à sommer les trois termes et à isoler la chaleur latente de fusion. Alors pourquoi on ne pouvait pas faire un delta H eau plus calorimètre ? En fait, on l'a fait. Alors oui, on aurait pu regrouper l'eau et le calorimètre ensemble, ouais, tout à fait. Les deux premières variations d'enthalpie, on pouvait les regrouper ensemble, directement. C'est juste là, je l'ai découpé en plein de petits morceaux. Mais vous avez raison, on aurait pu regrouper ces deux-là ensemble. Attendez, les 5 là. J'aurais pu regrouper tout ça là. Tac. Au lieu de les traiter à part. D'accord ? Après, ce qui est vraiment essentiel dans ce genre de situation, c'est de ne pas oublier de morceaux. Parce que si vous oubliez le calorimètre, bah vous avez oublié un effet. Et donc la suite, on n'a plus qu'à regrouper. Alors du coup, si on regroupe, ça va nous faire C plus M1C0, facteur de θF moins θ1, plus M2 C0. Du coup, je vais effacer ça. Hop. Tac. Donc j'ai dit quoi ? Plus M2 C0 θF moins θ2. Plus M2 L de fusion. Et tout ça, ça fait 0. Et vous n'avez plus qu'à isoler L de fusion. Donc je vais l'écrire au-dessus. Si j'ai plus de place en dessous. On va se mettre où ? On va se mettre tout en haut. Hop. Tiens, on fait un gros ménage. Et on regarde ce que ça donne. Donc ça fait L de fusion égale. Alors, il faut que je divise par M2. Donc ça va me faire C plus M1 C0 sur M2. Et il y a un signe moins qui apparaît. Donc ça va faire θ1 moins θf plus C0 θ0 moins θf. Ça, c'est votre expression littérale. Je vous laisse 3 minutes pour me faire l'application numérique. Vous faites l'application numérique, puis après on aura quasi fini. Qu'est-ce qui reste ? Je regarde juste ce qui me reste par rapport à ce que j'avais prévu aujourd'hui. Ouais, ce dernier paragraphe, ça c'est juste un détail. θ0, c'est 0,2... Voilà. Non, pardon, c'est θ2. J'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure. C'est θ2. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit. J'ai envie de l'écrire θ0. C'est les 0 degrés Celsius. Tac. Qu'est-ce qu'on avait besoin comme autre donnée ? M1, c'était 530 grammes.
Romain, vous gardez votre valeur, je vais vous sonder dans 2 minutes. Et à droite, c'est de l'eau, oui. M2, c'était combien la masse du glaçon? 49 grammes. On va voir si vous arrivez à me faire un calcul juste. Alors non, c'est juste C0 égale C... Ouais, en fait, j'ai écrit C0, mais c'est CO. C'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des zéros partout. C'est le CO, là. D'accord? Ah ouais, c'est vrai qu'on trouvait une valeur. Hein. Donc j'avais qui m'avait trouvé Romain. Alors c'est quoi votre unité? « 397 kJ, précisé kJ par quelque chose normalement. C'est kJ par kilogramme. Ouais, c'est ça. Alors 330 c'est la valeur tabulée. Alors est-ce qu'on a 330 ou 397? Déjà, au moins vous avez le bon ordre de grandeur, donc là c'est pas mal. Et moi j'ai 329,9. Donc c'est Pauline qui a raison. Ouais, si vous avez trouvé 14 000, etc. Alors les pièges dans ces applications numériques, c'est la capacité, elle est donnée, il faut la convertir en joules par Kelvin par kilogramme. Et là, elle est donnée en joules par Kelvin par gramme. Donc ça, c'est le premier piège. Donc, alors, vous pouvez vous en sortir en disant M1, je le laisse en grammes, mais par contre, dans ce cas-là, M2, il faut quand même le convertir en kilogrammes. Donc, et alors, mettre en Kelvin, ça, c'est pas indispensable, parce que pour le coup, c'est des différences. Donc là, comme c'est des différences, c'est pas la peine. Ok? Donc la valeur finale, c'est bien 330 kJ par kilogramme. Vous n'avez rien converti, vous trouvez 329,9. Alors attendez, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, non, du coup, c'est Quentin qui a raison. Attendez, j'ai dit une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, mais du coup, oui. Mais sauf que votre 329,9, c'est... Alors d'accord, les masses sont déjà en grammes, mais du coup, vous allez avoir un problème derrière. Vous allez trouver 329,9, alors qu'en fait, c'est 329,9 10 puissance 3 en unité SI. Parce que vous avez un facteur 1000 au dénominateur. Si vous laissez tout en grammes. Ok? En gros, en unité SI, vous devez trouver 329,9 fois 10 fois 1000. Sinon, vous avez un problème d'unité. Voilà, alors il y a un dernier petit détail que je ferai peut-être la prochaine fois, parce que là, ça commence à aller un petit peu. Alors du coup, j'ai quasiment fini le cours. J'ai fait les exos que j'avais prévus. Donc vendredi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance où on va commencer à préparer le TD. Donc je vous ai déjà proposé de chercher des exercices. Et ce qu'on fera, c'est que on fera une séance de préparation du TD. D'accord? Donc on regardera ensemble les exercices, on les corrigera. Je pense qu'on essaiera d'en corriger certains. Du coup, vous pouvez commencer à regarder les exercices, mais sinon on le fera pendant la séance de vendredi. Et la semaine prochaine, on fera le deuxième principe. Et du coup, pour la séance du jour, on peut s'arrêter ici.